Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Grande journée de grève ce mardi contre la réforme des retraites. Alors du côté enseignant, le ministère de l'Éducation recense plus de 32% de grévistes, quand le SNES FSU estime qu'ils sont plutôt 60% à faire grève. Comment interpréter ces chiffres? La mobilisation va-t-elle durer tout le mois de mars? Autant de questions qu'on posera à Laurent Fragerman, chercheur, agrégé d'histoire et surtout spécialiste de l'engagement enseignant. Lutter contre le décrochage scolaire, c'est ce que fait l'association C'est possible au quotidien. En deuxième partie d'émission, on verra toutes les actions qu'elle met en place pour permettre à ces jeunes en difficulté de réussir. Enfin, c'était le thème de l'émission d'hier, l'éducation à la sexualité. On va en parler avec Andrea Le Bourgeois. Mais cette fois-ci, on ira voir du côté des autres pays européens. La France est-elle en retard sur la question par rapport à ses voisins? C'est la chronique Vue à l'étranger. Andrea, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Andrea. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, l'actualité du jour, c'est bien sûr la grève contre la réforme des retraites. Et d'après le ministère de l'Éducation, près de 33% des enseignants dans les écoles, lycées et collèges sont grévistes ce mardi. Oui, 6e journée de mobilisation massive. L'intersyndicale de l'éducation avait prévenu que si le gouvernement restait sourd à la contestation, il mettrait la France à l'arrêt en fermant les écoles, les collèges et les lycées. Tous n'ont pas été fermés, mais à Paris, le syndicat annonce la fermeture d'au moins 120 écoles sur 645. La veille, gouvernement et syndicats éducation étaient réunis justement pour trouver un terrain d'entente concernant les salaires. Oui, ils devaient se mettre d'accord autour du fameux pacte enseignant qui proposait une hausse des rémunérations sous condition, entre autres celle d'intégrer de nouvelles missions aux enseignants. Un pacte qui ne répond pas aux attentes des syndicats, les syndicats qui ont d'ailleurs quitté la table des négociations hier, comme indiqué dans le communiqué de presse ce lundi. Dans ce communiqué de presse, les syndicats rappellent d'ailleurs leur participation au mouvement de grève de ce mardi. Rappelons que le 19 janvier dernier, les syndicats avaient recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées. Et alors du côté des lycéens aussi, la grève est suivie. Oui, nous avons pu joindre Lola Vieux, responsable syndicale des lycéens des Bouches-du-Rhône, par téléphone ce lundi soir. Les lycéens sont investis dans la contestation depuis plusieurs semaines à Marseille. Ce mardi, 6 lycées marseillais se sont mobilisés pour faire blocus au lycée Thiers, un lycée d'excellence. Écoutez Lola Vieux. On est 6 lycées à venir se mobiliser sur ce seul et unique lycée en raison de la répression de la direction qui veut absolument pas qu'on bloque et pour leur montrer que la jeunesse est vraiment là et qu'on a notre mot à dire. On n'est pas juste là pour sécher les cours en fait. Il y a eu la réforme de Parcoursup, la réforme des lycées pro, toutes ces réformes-là, nous on n'accepte pas ça, d'autant plus que les repas à 1 € ont été retirés au Crous. Nous en tant que lycéens, on est la future France. Et donc ça veut dire que toutes ces réformes qui sont faites et qui concernent du coup nos parents, nos professeurs et toutes les personnes qui nous entourent, elles nous concernent nous aussi. C'est-à-dire que nous on nous propose une retraite à 64 ans, ce qui veut totalement dire que pour nous ce sera potentiellement une retraite bien plus tard. 250 lycéens se sont mobilisés aujourd'hui à Marseille. Son syndicat compte manifester également ce mercredi et plus si le gouvernement n'entend pas leurs cris de révolte. Ailleurs en France, la fac d'Angers, le lycée Racine à Paris ou encore l'université Rennes 2, entre autres, ont été bloqués ce matin. On en avait déjà parlé ici, des suppressions de postes d'enseignants et surtout des fermetures de classes prévues à la rentrée prochaine. Font réagir aujourd'hui évidemment le conseiller régional d'Île-de-France et membre du Parti socialiste Yannick Trigance qui signe une tribune dans le journal Le Monde. Il gère les écoles comme une entreprise, déplore Yannick Trigance dans cette tribune. Pour lui, la baisse de la démographie, la raison avancée par le gouvernement pour justifier ces suppressions, doit profiter à l'école et non pas à Bercy. Le ministère de l'Éducation nationale a prévu de supprimer près de 1200 postes d'enseignants à la rentrée 2023, notamment dans le primaire. On en avait déjà parlé ici, comme vous l'avez dit Virginie. Et Paris serait d'ailleurs particulièrement marqué par ces annonces. 162 classes seraient
seraient concernés par une fermeture. La maire de Paris avait déjà contacté le ministère de l'Éducation, mais ce lundi, elle exprimait son indignation via une lettre aux parents d'élèves. La socialiste voit dans la baisse démographique 50 000 élèves de moins à la rentrée 2022. Je cite, « une chance à saisir puisque des effectifs réduits sont la garantie de meilleures conditions pour apprendre ». Fin de la citation. Et on termine avec une annonce faite par Elisabeth Borne sur la précarité menstruelle. Oui, la Première ministre a annoncé le remboursement par la Sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de l'an prochain pour toutes les jeunes de moins de 25 ans. Sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5, ce lundi, Elisabeth Borne était l'invitée du jour et elle a même ajouté qu'il était impensable que les femmes ne puissent pas avoir les protections dont elles ont besoin et qu'elles souhaitent. La mise à disposition gratuite de protection périodique dans les universités et résidences des Crous avait été annoncée en 2021. L'objectif était de déployer 1500 distributeurs gratuits dans toutes les facultés de France. Objectif toujours pas atteint en 2022. Toujours est-il que cette annonce d'Elisabeth Borne n'est pas anodine puisque ce mercredi, Virginie, c'est la journée internationale des droits des femmes. Merci Andrea. Alors que retenir de cette journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites? La grève va-t-elle durer? Quid de la mobilisation des enseignants? On en parle tout de suite avec notre invité. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Laurent Fragerman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, professeur agrégé d'histoire au lycée Lamartine à Paris et spécialiste de l'engagement enseignant. Alors, on va prendre, grâce à vous, un peu de hauteur pour justement comprendre cette grève, comprendre les impacts et évidemment aussi les pourquoi du comment, comment on en est arrivé là, sur cette grande phrase, mais pouvoir comprendre ces réformes des retraites, saisir les subtilités et puis comprendre les revendications des enseignants et du personnel de l'éducation dans son ensemble. Comme à chaque mouvement social, on se rend compte, on n'est jamais d'accord sur les chiffres, on se rend compte que d'un côté, le ministère de l'Éducation nationale évoque 32 et quelques pourcents, 32,71% d'enseignants dits grévistes, donc mobilisés. Le SNES FSU, en revanche, lui, parle de 60%. On peut dire clairement que, en tout cas, le corps enseignant est mobilisé, mais qu'il y a une vraie différence de chiffres, comme d'habitude. Comme d'habitude, et il faut dire... Alors, de mon point de vue, la responsabilité première revient au ministère, au gouvernement, parce que c'est à l'État de donner des chiffres fiables. Et il y a des méthodes. Alors j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que c'était un vrai mystère. Et il y a par exemple... en fait, le ministère fonctionne par sondage. Et tout ce que je lui demande, c'est de fonctionner par sondage avec un échantillon correct, scientifique. Et il y a les ressources au ministère, ça s'appelle la division des recherches et de la prospective, la DEP. Ouais. Je viens de me fourcher sur le terme. Enfin voilà, il y a les ressources. Ils ont d'excellents statisticiens, des scientifiques reconnus, mais ils ne sont pas employés pour ça. Donc je pense qu'il y a quand même un problème déjà d'honnêteté. Alors ensuite, j'ai soulevé plusieurs lièvres. J'ai fait une enquête plus approfondie. J'ai dû demander à la commission d'accès aux documents administratifs, puis au tribunal administratif, dans certains cas, j'ai dû demander les chiffres officiels de grève. C'est-à-dire à partir de quoi on est arrivé à ces chiffres, oui. Un peu la boîte noire des chiffres officiels. Et on se rend compte que dans certains cas, il y a de claires difficultés. Je me suis rendu compte que les échantillons n'étaient pas bons, c'est-à-dire que quelquefois, par exemple le rectorat de Toulouse, si je prends cet exemple-là, le rectorat de Toulouse, il n'y avait quasiment pas d'école de Haute-Garonne qui regroupe la moitié de la population de l'académie. Pourquoi ? Selon vous? J'ai pas de réponse. Ah, vous n'avez pas de réponse même sur cette raison-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de réponse à la fois sur le chiffre, à la fois on n'a pas de réponse sur l'argumentation, et on ne sait pas. En fait, il y a un flou artistique qui est laissé comme ça, et qui n'est d'ailleurs ni en faveur de l'éducation nationale, ni en défaveur, parce que finalement, c'est un flou qui reste flou pour tout le monde. Alors, les chiffres sont toujours systématiquement quand même plutôt à la baisse. Maintenant, sur le processus complet de réalisation de ces chiffres, je ne le connais pas. Mais c'est vrai que, en fait, ils ne pensaient pas que ces échantillons seraient publiés. C'est-à-dire que ce n'était pas destiné à être transparent. Mais il y a quand même, on est dans un état de droit. Et je me suis rendu compte que dans certains cas, j'ai pris le cas d'une circonscription, il y avait plus d'écoles fermées, il y avait plus de grévistes, et le nombre d'écoles fermées était indiqué par le rectorat lui-même, que le chiffre de grévistes était trop bas. Mais si on parle de communication pure, oui. Ce que je veux dire, c'est que quel est l'intérêt de pouvoir diminuer les chiffres dans la mesure où forcément ils vont être contestés par, en l'occurrence, le SNES FSU qui là évoque 60% plutôt que 32%. Donc donner un chiffre qui serait à peu près réaliste permettrait d'éviter cette contestation, cette mauvaise communication. Donc quel est l'intérêt ? Alors,
D'abord, effectivement, beaucoup d'observateurs, finalement, vont couper la poire en deux. Ils vont faire une moyenne entre les deux chiffres. Il est clair que les syndicats enseignants n'ont pas les moyens d'avoir complètement les bons chiffres. Ils n'ont pas l'infrastructure, la logistique pour cela. Donc, ils ont des estimations qui sont intéressantes, mais ça revient réellement à l'État. Je pense que la logique est une logique de communication. Il ne faut pas oublier que quand vous avez une grève, un mouvement social, on va d'abord regarder, si c'est interprofessionnel, on va regarder le nombre de manifestants. C'est ce qu'on voit depuis le début. Ça, on peut le comptabiliser assez facilement. Il y a aussi des débats, mais enfin, on a une idée. Quand vous avez une grève des transports, on va regarder le nombre de trains bloqués, la quantité d'usagers qui ne pourront pas prendre les transports. Quand c'est les enseignants, on va compter le nombre de grévistes. Donc l'enjeu, il est sur le nombre de grévistes. Et du coup, du point de vue du gouvernement, plus il annonce un chiffre faible, plus il donne le sentiment que c'est un échec. Alors, on parle des grévistes dans leur ensemble, puisqu'on parle de la réforme des retraites, en l'occurrence, aujourd'hui. Mais là, on parle aussi précisément, et sur School TV encore plus, des enseignants, du monde enseignant. Le timing est assez particulier parce qu'il y a cette grève aujourd'hui spécifique pour les retraites, pour laquelle les enseignants, effectivement, sont présents aussi. Mais hier, lundi donc, les syndicats étaient réunis autour de la table avec Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, donc, pour parler des salaires, précisément des salaires. Et on sait qu'ils ont claqué la porte des négociations. Très clairement, est-ce que c'est un coup dur pour le ministère ? Oui, et c'est vraiment un parallélisme intéressant avec ce qui se passe pour les retraites en général. C'est-à-dire qu'on n'a jamais ou rarement eu autant d'unités syndicales chez les enseignants comme dans le pays. Donc, traditionnellement, on avait quand même deux syndicats plus modérés, réformistes, le syndicat des enseignants UNSA, d'un côté avec le SGEN CFDT, et les autres syndicats. Souvent, on a eu des mobilisations qui concernaient seulement ces autres syndicats majoritaires. Mais, donc là, ils sont tous unis sur cette ligne-là. Ça prouve... Alors, je pense que c'est vraiment l'effet du ministère Blanquer. Je pense qu'il a vraiment creusé. Il y a une fracture qui s'est créée à ce moment-là, qui fait que le dialogue ne s'est pas renoué avec Pape Ndiaye. C'est le premier point. Et plus fondamentalement aussi, c'est le fait qu'on a maintenant une discussion sur les questions de carrière, de salaire, où on n'a pas assez d'argent sur la table pour convaincre certains syndicats qu'il y a du grain à moudre, qu'on peut négocier même un petit peu. Finalement, ils se disent que ce n'est pas suffisant du tout par rapport à l'ampleur des problèmes. Alors qu'auparavant, quand les débats étaient plus sur des questions éducatives, pédagogiques, les lignes de fracture entre syndicats faisaient que le ministère pouvait s'appuyer sur les uns contre les autres. Il pouvait un peu jouer ce jeu-là. Oui, une question de point de vue, d'opinion, de façon de procéder. Oui. Mais là, on est sur quelque chose de purement didactique, qui sont tout simplement je veux vivre convenablement, et là, mon salaire ne me le permet pas. Un syndicat nous disait, je le cite, si cela n'aboutit à rien le 6 mars, donc le 6 mars, hier, je parle bien d'hier, c'est foutu pour le gouvernement. Les profs ont conscience du poids, justement, qu'ils peuvent avoir dans la balance des négociations pour cette réforme des retraites qui a lieu, donc, la grève aujourd'hui, mais qui est en mouvement probablement pour tout le mois de mars. C'est déjà en cours. Dans cette mobilisation, dans tout mouvement social, il y a plusieurs moteurs. Il y a des professions qui ont un pouvoir de grève plus important que d'autres. C'est culturel, c'est une tradition. Et les enseignants en font partie. Donc les enseignants sont bien présents dans ce mouvement. Je ne suis pas sûr que le pacte change quelque chose. La question pour le pacte, c'est plutôt s'il est mis en place réellement par Pape Ndiaye, est-ce que les enseignants le finiront par le signer, par accepter cette logique ? Mais est-ce que ça va se mettre en place petit à petit ou non ? Le mécontentement est très fort depuis plusieurs années parce que la profession s'est rendue compte de sa dévalorisation. C'est ça, c'est pas d'ailleurs lié qu'au seul ministre actuel, il ne faut pas tout mettre sur son dos, c'est évidemment bien plus ancien, y compris avant M. Blanquer, il y avait mais il y a une dégradation salariale qui aboutit à un point d'exaspération. Oui, justement, ce point d'exaspération dont vous parlez, et surtout cette rupture du dialogue, parce qu'on a été sur un manque de dialogue il y a encore quelques mois, et là on en vient à une rupture du dialogue, on le voit, cette chaîne de télévision, School TV, existe depuis 1 an et demi maintenant, et on le voit, le dialogue, rien que sur ce plateau, vraiment, on voit la différence de concertation, de dialogue, d'échange avec le ministère, avec toute cette espèce de société qui devient très lourde, très dense, très en colère, qui fourmille. Et donc, vous qui êtes spécialiste de l'engagement, justement, enseignant, est-ce que vous pensez qu'on a atteint cette limite du supportable ? C'est-à-dire cette limite qui fait que la société peut craquer dans son ensemble. On le voit d'un côté avec la santé et de l'autre côté avec l'éducation et les enseignants, qui sont quand même 2 piliers d'une société qui fonctionne. Alors, juste sur les enseignants, je répondrai. Moi, j'ai le sentiment, je suis frappé par la dégradation. Et je pense que ce n'est pas bon du tout, effectivement. Depuis plusieurs années, je fais
l'hypothèse qu'à un moment donné, on aura un problème sur le recrutement, sur la volonté des nouvelles générations de s'engager dans le métier enseignant. Or, on a besoin d'au moins un tiers des étudiants actuels pour combler pour avoir les postes, les professeurs de l'avenir. Hein. Donc, on a besoin que massivement les étudiants se tournent vers là. La Cour des comptes a fait un sondage sur les motivations de ces étudiants, y compris pour ne pas se présenter. Malheureusement, ce sondage est resté secret. Donc, c'est pareil, j'ai lancé une bataille juridique pour obtenir sa publication. Donc, moi, je suis inquiet parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une rupture qui se fait. Hein, vous voyez, l'exaspération finit par arriver. Une rupture au niveau du salaire, bien sûr, mais pas que. Au niveau, finalement, beaucoup d'enseignants se questionnent sur leur place dans la société. Alors, c'est très ancien, en fait. Hein. Alors ça remonte à quand, justement? C'est très intéressant. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus être dans le discours uniquement négatif. Hein. Bon, c'est mon côté historien, il y a toujours des précédents. En fait, depuis longtemps, on a, dans les années 70, par exemple, il y avait déjà une majorité d'enseignants qui n'avaient pas envie de conseiller leur métier à leurs enfants, hein, quand on leur posait la question dans les sondages. On avait déjà beaucoup d'enseignants qui s'estimaient mal classés dans l'échelle sociale. Pas reconnus? Pas reconnus. Ça existait déjà. Mais ça s'est beaucoup amplifié et c'est maintenant la thématique, en plus avec les réseaux sociaux, etc., il y a quelque chose qui va plus vite. Et la thématique du prof bashing, hein, c'est le terme qu'ils utilisent, est une thématique forte. Un peu l'idée que finalement on s'en prend trop souvent aux enseignants. Oui, mais alors ça, est-ce que ça vient de la population civile ou est-ce que c'est une manœuvre politicienne pour justement essayer de faire taire un peu le peuple et tous ceux qui font marcher la société pour calmer les esprits et pour pouvoir gouverner peut-être soi-disant mieux? Alors, ça a été un peu utilisé clairement, pour moi, hein, mais c'est une analyse qui peut être discutée. Hein. Moi, je pense que ça a été utilisé par Jean-Michel Blanquer parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il ne s'adressait pas aux enseignants, mais à l'opinion publique, avec un succès incontestable d'ailleurs. Et quand au moment du Covid, quand il a jeté en pâture l'opinion publique, il a dit qu'il y avait un chiffre de 5% d'enseignants qui avaient été défaillants pendant le confinement. Oui. Ce chiffre sortait de nulle part. À la limite, ça pouvait être plus comme ça pouvait être moins. C'est-à-dire qu'il n'avait pas il n'y avait aucune étude réelle qui était à la base de ce chiffre et c'était quand même assez... et il aurait pu au contraire valoriser le fait que beaucoup d'enseignants, dans des conditions très particulières, s'étaient engagés pour la collectivité. Donc là, il y a eu un point de rupture. Ça peut donc être utilisé par le politique, mais je pense aussi que les enseignants peuvent être paranoïaque, j'exagère, mais au fond, il y a un décalage. Quand les mêmes sondeurs, dans le même sondage, enfin, pas le même sondage, mais quand on demande aux familles, aux parents d'élèves, qu'est-ce que vous pensez des enseignants? Et quand on demande aux enseignants, qu'est-ce que vous pensez que les parents d'élèves pensent de vous, eh bien, on a des décalages assez importants. Vous avez cette impression-là, parce que c'est vrai que toutes les personnes qu'on reçoit sur ce plateau nous disent tous quand même que leurs conditions de travail sont très compliquées. Déjà, de manière verticale, c'est-à-dire parce que le ministère de l'Éducation ne leur apporte pas effectivement reconnaissance, salaire et conditions de travail agréables, certes d'une part, mais aussi et réellement parce que les élèves ne se comportent pas bien avec les enseignants, parce que les parents ne sont pas du tout reconnaissants du travail qui est effectué, ils sont trop intrusifs dans la vie étudiante finalement, donc entre élèves et enseignants. Donc on sent bien que, si vous voulez, cet état d'esprit est quand même très vécu de la part des enseignants. Je pense que c'est une question... On est dans la modernité, c'est-à-dire que les enseignants, comme toutes les professions, on parlait des professions médicales par ailleurs, ça a été un traumatisme pour les professions médicales quand on a eu des lois sur les usagers. Ils ont dû avoir... Il y avait plus de papiers à remplir, etc. Mais c'était aussi des droits des usagers nouveaux. Donc la question, c'est comment on fait pour que ça se passe bien, en sachant qu'à partir du moment où les parents ont plus leur mot à dire, les élèves aussi, évidemment, il y a plus de possibilités de tension. Hein. De ce point de vue-là, je pense qu'on est loin du compte. On n'a pas dans l'école publique, on n'a pas cette culture de travailler avec les parents, de faire connaître le point de vue des différents acteurs du système. On a du mal à travailler ensemble. Il faut le reconnaître. Quand je dis on, c'est aussi bien des parents que des... Il y a des parents qui, avec le confinement, et même avant, se sont imaginés que dès que leurs enfants seraient malades, ils pourraient avoir un cours, peut-être, ça ne marche pas tout à fait comme ça, le cours rectoral. Vous voyez, il y a des parents qui le demandent d'une manière
très polis et ça se passe bien. Il y en a d'autres qui n'ont pas les codes ou qui ont des comptes à régler avec le système. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément du ressort d'une politique, que le ministère peut aider à améliorer, mais qui sont quand même des problèmes fondamentaux du système. Je pense qu'on doit aller vers plus de travail avec les parents, avec les élèves, et que, par rapport à ce que vous dites, quelque chose dans lequel je me reconnais profondément, y compris en tant qu'enseignant moi-même en lycée, c'est le fait qu'on a des élèves, on a un problème de discipline, de climat scolaire, qui est parmi les plus élevés en Europe. L'enquête PISA le dit. Oui. Donc on a des vrais soucis de ce point de vue-là, et pendant longtemps on a caché la poussière sous le tapis. Et ça produit une exaspération. Maintenant, les enseignants, ils ne sont pas pour des méthodes. En réalité, beaucoup d'enseignants ne sont pas pour du tout répressif, mais ils ont envie qu'on les soutienne plus et qu'on les aide à faire leur bout de travail. Qu'ils soient respectés, en fait. Oui, et qu'ils puissent enseigner. Ils sont là pour ça. Bien sûr. Est-ce qu'on a ce sentiment, et vous l'avez, de ces élèves, justement, puisque je rappelle que vous êtes aussi agrégé d'histoire, donc au lycée Lamartine. Donc, en fait, voilà, professeur, c'est aussi un de vos métiers. Oui. Donc, est-ce que vous avez ce sentiment que, finalement, vous incarnez cette fonction publique, les fonctionnaires, de manière générale, et que les élèves que vous avez en face, qui sont d'autant plus engagés, finalement, que notre génération ou celle d'avant, peut-être, sont en défiance par rapport à la société, la fonction publique, le système, voilà, ce qu'on appelle le système? Alors, dans certains cas, on incarne une figure d'ordre, alors qu'on a des modèles éducatifs familiaux très variés. Et dans certains cas, clairement, il n'y a qu'à l'école qu'on leur pose des limites, qu'on dit, voilà, il y a un cadre. Et le côté collectif de l'enseignement fait qu'on est obligé de cela, même si on a, quelles que soient nos idées pédagogiques, il faut à un moment donné faire en sorte que le cours ait lieu. Et y compris une discussion, quelque chose, il faut la cadrer, il faut que tout le monde puisse s'écouter. Donc ça, c'est un gros travail. Je ne ressens pas un rejet, j'ai jamais ressenti dans ma carrière un rejet complet de la figure de l'enseignant. C'est pas ce que j'ai ressenti. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que s'il n'y avait pas un minimum d'implication des élèves, moi-même, j'y perdais goût. C'est trop difficile, c'est quand même un métier où on s'implique, et donc s'impliquer autant d'heures par semaine, c'est pas si on a des élèves en face qui sont complètement passifs ou opposés, c'est très difficile. Évidemment. Je reviens sur cette journée de manifestation, de grève. Est-ce que tous ceux qui sont venus sur ce plateau et que je vois aussi par ailleurs chez mes confrères, qui expriment leur mécontentement, je parle de tout le personnel de l'éducation, les enseignants et autres, parlent d'une faillite d'un système, et notamment dû justement à toute l'administration, au côté administratif. Est-ce que pour vous, ce n'est pas là la raison essentielle de cette grève? Alors, on a une administration qui fonctionne mal depuis longtemps et qui, avant, avait une béquille, c'était les syndicats. Donc, il y avait une participation à la gestion des syndicats. Ils aidaient à réparer les problèmes et au moment des mutations, pour tout ce qui était la gestion du personnel, c'était très précieux pour l'administration parce qu'objectivement, il y avait une connaissance des dossiers et souvent des syndicalistes, des syndicats majoritaires qui connaissaient au moins aussi bien que l'administration ces questions-là. Maintenant, c'est complètement fini et donc on est un peu au royaume du père Ubu dans certains cas. Alors, quand on est titulaire, bien installé dans son établissement, c'est pas le même vécu. Mais quand on doit recruter des dizaines de milliers de jeunes profs, et quand on leur dit vous allez vous installer à 3 départements de votre lieu, dans les conditions dans lesquelles ça se fait, c'est très compliqué. Je pense que ça s'aggrave parce que on veut injecter un système de management venu du privé. Et on a en fait la coexistence entre le côté bureaucratique traditionnel, très hiérarchisé, où finalement c'est le ministère qui décide de l'essentiel, et à côté on dit aux établissements soyez autonomes, soyez souples, faites ce que vous voulez. Là c'est une opposition qui est incompréhensible pour tout le monde en fait. Oui, et ça crée beaucoup d'interférences. Évidemment. Je rappelle quand même que faire grève, quand on est fonctionnaire et quand on travaille dans le privé, il n'y en a pas les mêmes conséquences sur le salaire. Chaque jour de grève entraîne un retrait d'une journée de salaire pour les enseignants, même s'ils n'ont fait grève qu'une heure, c'est ça? Oui. Voilà, donc dans le privé c'est pas le cas, évidemment. Donc est-ce que ça peut justement dissuader de faire grève, et quel est l'impact pour les enseignants? Par exemple, souvent on se rend compte, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, que les grèves sont en début de semaine et pas en fin de semaine. Alors,
D'abord, quand même, les enseignants font 3 à 4 fois plus grève qu'un salarié normal. Hein. Oui, et ce, depuis longtemps. Je l'ai vu sur votre site, j'ai bien épluché tout. Et ça fait très, très longtemps. J'ai même lu, il y a à peu près de 700 ans, 800 ans de cela. Hein. Et du coup, en même temps, il y a eu un moment, il y a 5-6 ans, où on pouvait se demander si ça allait continuer. Il y a une petite baisse du temps de Hollande. Puis finalement, ça remonte très clairement. Là, on voit, il y a plusieurs grèves majoritaires d'affilée. C'est très frappant. Alors... Le 30e indivisible, c'est-à-dire on fait grève 1 heure, puis finalement toute la journée décomptée, c'est tellement ancré dans la profession, chez les fonctionnaires d'État en général, depuis 1963, avec une petite intermède dans les années 80, que ça ne change pas grand-chose. En fait, ça limite les débrayages, un coup de colère dans un établissement. Voilà. Donc les journées, les gens sont habitués, ils font grève une journée. Le souci, c'est plutôt l'arrêt au Mont, dont on ne sait pas s'il sera appliqué, et en plus, on ne sait pas s'il sera applicable. On rappelle ce que c'est, ça date de 78, c'est ça ? Oui. Donc en fait, je crois que c'est un professeur qui fait grève le vendredi et aussi lundi. Eh bien, on lui compte en fait, c'est ça, l'intervalle ne sera pas payé pendant 4 jours. C'est ça. Samedi et dimanche compris, en fait. Oui, ou entre le mardi et le jeudi, le mercredi, il n'aurait pas cours, mais dans ce cas-là, il serait quand même décompté de son traitement. On ne sait pas, quand je vous dis qu'on ne sait pas si c'est applicable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guérilla juridique qui soit allé jusqu'au bout, qui soit allé jusqu'à la justice européenne. Et donc, on est quand même dans un système très différent du système public, du système du privé et de ce qui existe dans les pays voisins. Il n'est pas du tout évident que ça soit mis en œuvre. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a été mis en œuvre partiellement en 2003. Pas les dimanches, mais les samedis avaient été décomptés, les mercredis aussi. Et donc, l'un dans l'autre, il est possible, c'est un risque pour les enseignants qui feraient grève. S'ils font une grève reconductible continue, c'est un risque pour eux qu'il y ait ces jours en plus. Bon, dernière question, Laurent Germain, parce que quand même c'est la question qui nous occupe. Oui. Là, une grande partie de la France fait grève, tout le monde est sur le qui-vive. On sent bien que les enseignants sont extrêmement mobilisés sur la question. Ils le sont pour la réforme des retraites, mais aussi pour leur statut. Donc je rappelle, les conditions de travail, le manque de reconnaissance et évidemment les salaires. Est-ce qu'on peut imaginer et espérer que ces grèves-là aient un réel impact sur les conditions de travail des enseignants? Je pense qu'elles participent d'un rapport de force. Alors, c'est toujours le cas, ça. Oui, bien sûr. C'est une grève. C'est le principe d'une grève, c'est-à-dire c'est l'idée que finalement, attention, les gens sont capables de se mobiliser, donc ne proposez pas n'importe quoi, ou essayez qu'il y ait quand même un minimum de dialogue social. Donc oui, il y a plus de dialogue quand on entend en fait, par exemple, la France insoumise demander aux étudiants de mobiliser, de complètement saturer les facs, etc., et de faire un blocus. On se doute bien que là, il n'y a plus de dialogue possible. Enfin, je veux dire, on est dans un arrêt total. Alors, on est dans... De toute façon, tous les syndicats, c'était ça qui était frappant, même les plus modérés, ont dit qu'il fallait durcir le mouvement et qu'on pouvait aller jusqu'à la grève reconductible. Donc, c'est-à-dire que tout le monde se dit, pour gagner, il y a besoin de monter d'un cran. C'est pas spécifique à un parti politique, quel qu'il soit. Oui. Maintenant, je pense, oui, de toute façon, cette conflictualité nouvelle, déjà, elle a mis fin à la carrière de M. Blanquer. Alors, je pense pas que c'est l'objectif premier, mais on a vu que... Non, mais changer de ministre, je dis pas, je n'ai pas donné d'opinion là-dessus. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne changera peut-être pas forcément la situation des enseignants demain. Ce sera un autre ministre qui fera encore d'autres réformes, etc., comme l'ont vécu les enseignants depuis 25 ans. Alors, vous savez, alors, ce que vous dites est partiellement vrai. Moi, je vais regarder le verre à moitié plein. Quand même, si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Grande-Bretagne, dans les années Thatcher, donc il y a plus de 40 ans, le pouvoir syndical a été complètement brisé. Les gens sont restés syndiqués, mais le pouvoir a beaucoup diminué. On a eu des reculs très importants, ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Et depuis 30 ans, au moins, vous avez des gens en France qui m'ont mis à l'agenda politique le fait de reproduire cette révolution conservatrice chez nous. Et le statut des fonctionnaires, les principaux éléments du statut des enseignants sont restés debout. Donc je pense que les syndicats en défense n'ont pas si mal joué. Merci beaucoup Laurent Germain d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous éclairer justement sur les mouvements de grève, sur toute l'histoire finalement de l'engagement enseignant et puis surtout ce qui se passe en ce moment, bien entendu en France, à la fois sur la question des retraites mais aussi sur le statut des enseignants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Emmanuelle Lartigue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Vous êtes coordinatrice nationale de l'association C'est Possible, une association, je vais y arriver, qui lutte contre le décrochage scolaire. Alors ma première question, elle est simple. Comment se rendre compte que son enfant est justement dans ce fameux décrochage dont on parle ? Oui, il y a plusieurs signes qui montrent qu'un élève un jeune est en décrochage scolaire. L'absentéisme, bien sûr, un jeune qui ne vient plus en cours, des notes qui chutent, une certaine passivité, un jeune qui baisse les bras, qui n'y croit plus et qui n'arrive pas à se projeter. Et quand on ne se projette pas, eh bien on décroche. Alors je pose une question toute bête, mais le fameux jeune qui ne va plus en cours, ça m'étonne toujours, moi. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être au lycée, ou alors les parents n'ont plus vraiment d'influence sur leurs enfants, mais enfin au collège, il y en a beaucoup qui décrochent et pour autant, ils sont quand même censés aller au collège et être sous la responsabilité des parents. Absolument, il y a plusieurs systèmes entre pronotes qui permettent aux parents effectivement de suivre la présence ou pas des jeunes. C'est possible, intervient uniquement dans les lycées, du coup dans les lycées professionnels et technologiques où là effectivement les jeunes ont une plus grande liberté. Alors comment on fait pour prévenir en amont ? Pour prévenir le décrochage scolaire, il faut déjà être là où sont les jeunes. C'est-à-dire dans les lycées. C'est vraiment une spécificité de l'association C'est Possible d'être auprès des jeunes. On n'a pas un local en dehors du lycée où on dit aux jeunes venez nous voir. Non, c'est nous qui allons les voir là où ils sont dans le lycée. C'est vraiment très important pour nous d'être à l'école. Oui, parce que ça leur permet aussi, eux, j'imagine, quand ils se sentent peut-être pas encore totalement en décrochage, mais qu'ils sont dans la voie du décrochage, où on peut se sentir quand même dans quelque chose qui n'est pas rassurant, parce que je pense que les jeunes, vous allez peut-être me contredire, mais c'est pas un moment agréable pour eux non plus. C'est-à-dire qu'ils sont pas en confiance et quand on décroche, c'est pas quelque chose de volontaire finalement. Absolument, vous avez raison. Ils sont en souffrance. Ouais. Je dirais, ils sont en souffrance. Ils manquent cruellement de confiance en eux. Ils ne se sentent pas capables, ils ne se projettent pas. Il faut savoir que la plupart du temps, ils n'ont pas choisi la voie dans laquelle ils se trouvent. Un lycéen professionnel sur 2 n'a pas choisi son orientation, il l'a subi. Donc forcément, il n'a pas confiance, il ne sait pas trop pourquoi il est là, il n'arrive pas à se projeter et donc à se mobiliser dans sa scolarité. Donc tout le problème est là, en fait, c'est une question d'orientation. Pourquoi justement ce lycéen n'a pas choisi et qu'il subit ? Parce qu'en fait, il a été mal orienté par la personne qui s'occupe de l'orientation donc, au sein du collège, parce que les parents ont trop envie de projeter sur leurs enfants ce qu'eux auraient aimé faire. Pourquoi en fait cette situation que l'on constate quand même dans beaucoup de situations et beaucoup de lycées français ? Oui, il y a plusieurs raisons. Peut-être effectivement le manque d'informations. Ça, c'était vraiment très important, de donner plus d'informations aux collégiens dès la 4e et bien sûr en 3e, une année cruciale pour l'orientation, leur dire voilà ce qui se passe dans les lycées professionnels, voilà vers quel métier tu peux t'orienter. Ça, c'est très important. Et puis l'image du lycée professionnel aussi. Aujourd'hui, elle est très dévalorisée. Donc des parents n'ont pas envie forcément que leurs enfants aillent dans telle filière ou telle autre. Ils ne vont pas avoir envie que leurs jeunes fassent une filière industrielle, alors qu'il y a énormément de travail, qu'il y a des métiers en tension. Et donc on va orienter les jeunes dans des filières génériques, des filières tertiaires, commerce, gestion, où les débouchés sont beaucoup plus faibles. Et vous avez mis en place un système de mentorat, je crois, justement pour des rendez-vous avec des bénévoles qui doivent être entrepreneurs, qui doivent être aussi salariés, qui ont aussi des parcours un peu différents, un peu atypiques, et qui leur permettent de redonner confiance, c'est ça, à ces jeunes qui sont un peu perdus ? Absolument. En fait, on a une méthodologie chez C'est Possible qui est d'allier des actions collectives, des interventions en classe, animées par des bénévoles, dans 3 domaines clés, l'entreprise, la culture et les valeurs de la société. Et en parallèle, un programme de mentorat individuel pour les jeunes qui sont le plus en difficulté et qui ont besoin d'un accompagnement individuel qui est fait par un mentor de l'association qui suit le jeune toute l'année scolaire, pendant toute l'année scolaire, avec des rendez-vous réguliers, toujours à l'école, une fois par semaine au début, et puis une fois tous les 15 jours pour bien suivre le jeune, identifier les points de blocage, quels sont les freins, pourquoi il donne des signes de décrochage, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, le remettre en confiance, se fixer des objectifs petit à petit, essayer de les atteindre, et puis après, se projeter, parce que comme je vous le disais, quand on se projette, quand on y croit, bien on ne décroche plus. Et puis l'avantage du mentorat, c'est que c'est aussi une façon de pouvoir trouver des petites pépites, des jeunes qui ont beaucoup de talent, pour pouvoir après les amener dans un système d'orientation intelligente, c'est-à-dire où ils vont trouver un métier, in fine, à la sortie de leurs études. Absolument, on a énormément de belles histoires à raconter de jeunes qui ont été mentorés par
l'association. Là, je pense comme ça à Dylan. Il y a 4 ans, il était en première. Il était complètement perdu. Il séchait les cours. Sa mère était extrêmement inquiète. Le CPE du lycée nous a mis en relation avec ce jeune. Et c'est Laurence, qui est une salariée d'une banque partenaire de l'association, qui est devenue son mentor, qui vraiment a instauré un dialogue de confiance, de bienveillance, l'a écouté. Et puis petit à petit, vraiment pas à pas, l'a redonné confiance, lui a redonné confiance, l'a remobilisé. Bon, aujourd'hui, Dylan, au bout de 4 ans, il finit son BTS de maintenance industrielle et il a déjà un job à la clé puisque l'entreprise qu'il emploie en alternance lui a proposé un job. Voilà, des histoires comme ça, on en a énormément. Alors, à vous écouter, j'ai l'impression qu'en fait, au-delà de tout ce que vous apportez sur le plan, effectivement, des connaissances, sur le plan, on parlait de Dylan, effectivement, en maintenance, et de Laurence qui l'a aidé, donc peut-être sur la connaissance d'un métier en particulier, mais il y a aussi tout ce plan psychologique, d'accompagnement psychologique. Est-ce qu'on ne devrait pas accompagner davantage nos collégiens, nos lycéens, enfin nos écoliers tout court, d'ailleurs, psychologiquement, c'est-à-dire sur toutes ces phases, effectivement, où on grandit et où nous-mêmes, on se rend compte un peu plus tard que, waouh, c'est quand même un long parcours et que les fameuses questions qui suis-je, où vais-je, etc., sont des questions essentielles de vie pour pouvoir s'accomplir. C'est vrai, vous avez raison, psychologie, mais aussi connaissance du monde, mieux connaître le monde qui nous entoure, se poser des questions, travailler la confiance en soi, le rapport aux autres, c'est extrêmement important. Et ça, c'est vrai qu'on intervient dans le pôle valeur de l'association sur tous ces thèmes pour aider les jeunes à débattre, à s'écouter et à accepter les autres, à les tolérer, à apprendre, à écouter et à débattre en toute sérénité. Ça, c'est très, très important. Emmanuelle Lartigue, heureusement que l'association C'est Possible, effectivement, est présente dans les lycées. Mais pourquoi ce n'est pas le ministère, l'État, l'Éducation nationale qui est davantage présente? Comment vous expliquez cela? Disons que nous sommes partenaires de l'Éducation nationale. Nous ne sommes pas des professeurs. Nos bénévoles, nos 350 bénévoles engagés dans l'association ne sont pas des professeurs. Ce sont des gens qui viennent de l'entreprise, du milieu culturel, enfin de milieux extrêmement divers. On est là pour être en soutien des professeurs. C'est eux qui font appel à nous, c'est eux qui choisissent les thèmes d'intervention, qui nous proposent des jeunes à accompagner individuellement. On travaille main dans la main, vraiment sur le terrain, au quotidien, en support des enseignants, des CPE, de toutes les équipes de lycée. C'est très important pour nous. Oui, mais donc en fait, je reprends, l'État ou le ministère compte beaucoup sur l'engagement civil, finalement, sur votre responsabilité à vous, en tant que femme, en tant que maman, en tant que citoyenne, de vous dire, je vais aider l'autre. Et en l'occurrence, les jeunes qui sont en décrochage. Oui. Est-ce que l'État ne devrait pas davantage aussi prendre ça en charge? Je ne sais pas, mais je trouve ça bien que l'école soit ouverte. Je trouve ça bien que les professeurs ou les proviseurs se disent tiens, on va travailler avec tel partenaire, tiens, on va pouvoir avoir un réseau d'entreprises partenaires grâce à cette association. On travaille avec les professeurs sur des parcours d'insertion avec eux, mais moi je trouve que c'est plutôt positif que l'école soit ouverte à des partenariats avec des associations. Et alors pourquoi vous avez été touchée en particulier par le décrochage scolaire? Vous avez vécu ça plus jeune, vous? Non, pas du tout. Non. Moi, je suis touchée par cette association parce que elle agit là où les jeunes en ont le plus besoin. Et on favorise, je pense, une égalité des chances réelles. Parce que si on a choisi d'intervenir dans les lycées professionnels, c'est parce que c'est là qu'il y a 4 fois plus de décrochage scolaire que dans les lycées généraux. C'est là qu'il y a des jeunes qui sont issus de milieux modestes, voire très modestes, qui n'ont pas l'accompagnement familial ou social qui va leur permettre de se mobiliser dans leur scolarité. Donc c'est vraiment ça qui nous motive. D'autant plus qu'effectivement, les lycées pro, et on le voit, ont un taux de réussite au bac qui est très important, ont un socle commun qui est formidable, ils ont des stages aussi à faire en entreprise. Alors, c'est vrai qu'ils ont discuté sur le nombre de stages, effectivement, mais ils sont très proches finalement du monde de l'entreprise. Et puis, on voit ces retours au métier de l'artisanat qui sont très présents. Donc, le lycée professionnel, en fait, a toute une belle voie d'avenir devant lui. Donc, il faut pouvoir remotiver. Est-ce que quand vous en parlez aux parents, il y a encore cette sorte de frein ou cette peur du lycée pro? Oui, ça existe encore. Encore. Il y a des efforts qui sont faits par l'Éducation nationale pour présenter le lycée professionnel sous un meilleur jour. Il y a des présentations qui sont faites aux collégiens, des journées portes ouvertes dans les lycées professionnels. Maintenant, les lycées professionnels font tous des journées portes ouvertes où ils accueillent les collégiens qui viennent échanger avec les lycéens. Il y a des ateliers, des rencontres et ça, c'est très favorable.
Le nombre d'élèves en décrochage, est-ce que vous avez des chiffres qui sont un peu parlants? Oui, absolument. Chaque année en France, il y a environ 100 000 jeunes qui décrochent du système scolaire, donc sans diplôme, sans formation. Voyez, et parmi ces 100 000 décrocheurs, il y en a 60 000 qui viennent du lycée professionnel. Plus cette période terrible de pandémie de Covid, avec effectivement une absence totale, soit de relations sociales, soit de relations aussi à l'autre. On parlait des mentors, mentors, pas menteurs, mentors. Et puis, effectivement, de la société dans son ensemble. Est-ce que ça a beaucoup joué aussi dans le décrochage? Énormément. Ça a été une période terrible pour les jeunes des lycées professionnels. Comme je vous le disais, un grand nombre de lycéens sont issus de milieux modestes. Donc, quand ils se sont retrouvés en confinement à la maison, tout avec les 4 enfants, les 5 enfants, pas d'ordinateur, ou alors un ordinateur pour 4, pour 5. Donc, nous, ça a été un petit peu le branle-bas de combat dans l'association. Donc, on a mobilisé tous nos bénévoles pour qu'ils appellent les jeunes chez eux, pour qu'ils les soutiennent, pour qu'ils les aident au quotidien. Grâce aux entreprises partenaires de C'est Possible, on a pu aussi fournir des ordinateurs à un certain nombre de jeunes. Donc, on a fait le maximum pour garder le lien avec eux. Et voilà, en sortir de la pandémie, on a eu 2 fois plus de demandes de lycées par rapport à avant. Aujourd'hui, on sensibilise 11 000 jeunes chaque année. C'était 6 000 avant la pandémie. Et là, visiblement, vu toutes les demandes que nous recevons aujourd'hui, on pense doubler le nombre de jeunes accompagnés d'ici 2 ou 3 ans. Et donc, vous cherchez des bénévoles? Ah, bien sûr. Bon, c'est le moment de proposer Absolument. de retrouver, effectivement, de rejoindre l'asso. Ah oui, nous recherchons des bénévoles dans toutes les régions où nous sommes implantés, donc Île-de-France, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et très prochainement le Grand Est qui va ouvrir dans quelques mois. C'est combien d'heures, en fait, pour allouer avec un étudiant, pour l'aider? Alors, pour accompagner individuellement un jeune, il faut compter, disons, 3-4 heures par mois. Donc, vous voyez, si on fait un rendez-vous par semaine ou tous les 15 jours, on peut s'organiser. Si on est indépendant, même salarié, on peut trouver un moment pour aller dans un lycée, accompagner un jeune et l'aider. Évidemment. Merci beaucoup, Emmanuelle Lartigue, d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice nationale de l'association C'est Possible. C'est''possible. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Allez, tout de suite, on va retrouver Andrea Le Bourgeois pour sa chronique. C'était le thème de notre émission d'hier. 3 associations ont assigné l'État en justice. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il faut respecter la loi qui impose 3 cours d'éducation à la sexualité par an, qui sont 3 cours obligatoires donc. Comment ça se passe ailleurs, sur le continent européen, ma chère Andrea? Eh bien, je vous emmène d'abord en Scandinavie. En Norvège, il existe une série de 8 épisodes appelée Pubertät sur la chaîne Newton qui a été diffusée en 2015. Pratique pour les parents ou adultes qui ont du mal à parler de sexualité avec leur ado et vice-versa. Pubertät, comprendre, puberté est destinée aux 8-12 ans. Pénis, vulve, clitoris, explication de l'éjaculation par la présentatrice. Toutes les questions tabous et dérangeantes pour certains parents y passent. C'est très explicite. Je ne peux pas vous montrer les vidéos, mais je vais vous expliquer ce qui se passe sur ces vidéos. La présentatrice est dans une sorte de vestiaire avec des casiers où elle parle du changement physique à la puberté, l'apparition de l'acné, la formation de la poitrine, le développement du sexe en brandissant des pancartes avec de vraies photos de poitrine et de sexe masculin. Elle parle aussi de règles, comment elle aborde aussi l'éjaculation de manière biologique ou encore les premiers baisers, comment embrasser avec la langue. On voit 2 adolescents s'embrasser langoureusement et elle nous montre d'ailleurs à l'aide d'une tomate comment embrasser avec la langue. Des photos crues, des explications crues. On est loin du cliché banane et préservatif. Vous en pensez quoi, Virginie? Alors, j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu certaines vidéos et ça m'a pas du tout choquée. J'ai pas trouvé ça cru, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, tout simplement assez explicite. Ça respecte complètement l'individu et on apprend plein de choses. Enfin, j'imagine, moi, avec mon âge, peut-être pas, mais en tout cas, pour les jeunes, ils y apprennent plein de choses. J'ai trouvé ça même amusant parce qu'elle a ce décalage suffisant pour parler du suçon. Elle prend un aspirateur et puis elle prend l'aspirateur, elle se le colle comme ça pour montrer à quel point les vaisseaux éclatent et le suçon apparaît. C'est vrai. Et je voulais rajouter également, j'en ai pas parlé, mais elle montre avec un mannequin la pénétration avec un vagin, un préservatif en silicone, et elle montre vraiment comment ça se passe biologiquement dans la nature, entre un homme et une femme. Et ça,
c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en France. Oui, mais peut-être qu'il faut un peu faire tomber les tabous et surtout des choses qui sont naturelles, tout simplement. Le sexe, ça n'a rien de mal, ça n'a rien naturel tant qu'il y a consentement et évidemment pas de violence. C'est juste ça qu'il faut rappeler, surtout. Pas juste, mais surtout ça qu'il faut rappeler, à mon avis, pendant ces cours d'éducation à la sexualité et aussi à l'affectivité. C'est comprendre son corps, comment il fonctionne. Et il y a plein de jeunes qui font ça très bien, effectivement, à l'instar de Pubertät, mais c'est en Norvège, mais qui font ça aussi en France. On avait reçu ici sur ce plateau Camille Aumont-Cardel, qui en parlait très bien, qui a sorti un livre génial qui s'appelle Sexo Ado. Et ça nous permet de pouvoir comprendre comment notre corps fonctionne et comment fonctionne à la fois eh bien, nos sentiments, l'amour, l'envie, la passion, et puis ces fameux corps qui se retrouvent. Donc oui, chouette, moi je trouve. Est-ce que ça peut aider les parents qui sont pas forcément à l'aise avec l'idée de parler de sexualité avec leurs parents? Alors ça, je ne peux pas répondre. Moi, je suis journaliste comme vous, mais on interviewera les personnes qui en parleront. Mais je pense que oui, clairement, ce sont des vidéos qui peuvent aider tant qu'elles sont faites intelligemment et avec suffisamment de pudeur pour ne pas être gênée. Merci en tout cas. Je vais vous parler maintenant des Suédois, donc des voisins norvégiens. En 2015, c'est dans une émission destinée aux enfants que l'on retrouve des vidéos courtes permettant de découvrir les parties génitales. On y voit des personnages en forme de vagin et pénis animés avec des yeux et des bouches. Zizi et Zezette en suédois, le tout en chanson, le vagin est cool ou encore voici le pénis. La Suède qui est d'ailleurs devenue en 1955 le premier pays à rendre obligatoire l'éducation sexuelle à l'école. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, en préparant la chronique, je ne le savais pas. J'ai appris cette information. Et puis, aux Pays-Bas, depuis 2016, l'éducation sexuelle est obligatoire dès les petites classes. Contraception, consentement, tous les sujets sensibles sont abordés de la maternelle à la terminale. En 2020, le pays affichait les taux les plus bas d'Europe chez les mineurs pour les grossesses, avortements, mais aussi le sida. Bon, vous voyez, en France, on est loin derrière. Selon le rapport de l'Inspection générale de l'éducation rendu public en 2022, 15% seulement des lycéens et 20% des collégiens bénéficient de séances d'éducation sexuelle. Et oui, c'est pour ça qu'il faut que ça change et il faut que la loi soit respectée. Merci pour toutes ces précisions à la fois pour la Norvège et la Suède et sur ce qui se passe chez nous en France, Andrea. Merci. Allez, on part tout de suite retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, elle reçoit la Miss France 2023, Indira Ampio. Est-ce que tu as un souvenir d'écolière précis à nous partager ? Un souvenir d'écolière précis? Ah bah tu sais, j'ai une blague. C'est quand je devais avoir 7-8 ans, je me rappelle plus trop. Et je voulais à tout prix un téléphone. Quand j'étais enfant, je voulais à tout prix. À 7-8 ans? Ah, je voulais à tout prix un téléphone, parce que je voyais tout le monde avec des téléphones. Je voulais trop un téléphone. Ceux qui avaient 7-8 ans, ils avaient déjà des téléphones? Non, mais d'autres, ma famille, mon frère, tout ça. Les adultes, quoi. Oui, c'est ça. Et je voulais à tout prix un téléphone et tout. Et du coup, donc j'ai dit à ma mère, maman, je veux un téléphone. Elle m'a dit, écoute, si tu as un tableau d'honneur, tu as un téléphone. Mais elle pensait qu'on ne donnait plus de tableau d'honneur. Donc elle pensait qu'elle allait me griller. Elle t'avait arnaqué, quoi. Oui, clairement. Et du coup, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je savais déjà. Enfin, c'était la dernière année où ils donnaient les tableaux d'honneur, donc je savais. Et du coup, je suis venue à la maison avec le tableau d'honneur comme ça. Et je lui ai dit, alors, comme ça. Et elle m'a dit, oh là là, enfin, elle a bien vérifié et tout. Et après, elle m'a donné un téléphone, mais tu sais, juste avec les jeux et tout. Ouais, vraiment, avec les jeux. Je pouvais que l'appeler. Enfin, vraiment, en plus, c'était efficace parce que tu sais, quand parfois je devais rentrer à l'école, au moins je l'appelais, je la rassurais. Je lui disais... Mais du coup, tu étais la seule à l'école à avoir son téléphone. Oui, mais je l'emmenais même pas à l'école parce que je jouais vraiment avec. C'était juste, tu sais, le petit jeu sur les téléphones avec la voiture. T'appuies sur le bouton, ça fait monter la voiture. Les petits jeux comme ça. Elle t'avait donné une Game Boy, quoi. Oui, clairement. Est-ce qu'il y a un moment marquant pour toi dans ta scolarité? Drôle ou triste? Un moment marquant. Bah, tu sais, pendant ma scolarité, j'ai eu plein de dégâts. Enfin, je me suis cassé le bras 3 fois. T'étais casse-cou? Ouais, j'étais très casse-cou. Tu faisais du sport? Non, pas vraiment, parce que je suis asthmatique. Et à chaque fois, quand j'étais plus jeune, à chaque fois que je faisais un effort, ça y est, je tombais en crise d'asthme. D'accord. Donc, d'ailleurs, toutes mes années à l'école, c'était à l'hôpital, absente, parce que... À cause de l'asthme? À cause de l'asthme, à cause de mon bras cassé. Enfin, j'étais vraiment casse-cou. J'avais toujours un problème. Bon, c'était assez marrant. À chaque fois, je me relevais. Par exemple, tu sais, quand je me suis cassé le bras, c'était en primaire.
Et je venais de me casser le bras, je me rappelle dans le camion des pompiers, j'étais en train de chanter, donc c'est zéro rapport, mais c'était hyper drôle. Donc oui, c'est des moments assez marrants, et puis surtout avec des copines, on s'amusait, on faisait des spectacles, des trucs comme ça, donc c'était marrant. T'étais extravertie? Je pense, si je me rappelle un peu, on va dire mes souvenirs, ils sont assez lointains. J'étais très comédienne. J'avais un ordinateur qu'on partageait avec mon frère et je m'amusais à faire des vidéos dessus. Je me cachais, je changeais de vêtements, je revenais parce qu'on ne pouvait pas faire de montage, je ne savais pas faire ça. Et du coup, j'étais très comédienne. D'ailleurs, j'ai fait du théâtre et je pense que ça m'a permis justement d'extérioriser tout ça et d'être plus à l'aise à l'oral. T'as fait du théâtre à quel âge? J'ai fait du théâtre à 11 ans, 10-11 ans. Et j'en ai fait pendant 5 ans, je crois. Ah oui? Ouais. Et c'était vraiment bien. Et t'as pas songé à en faire ton métier? Bah, pas vraiment. Après, je sais pas, j'ai laissé tomber, on va dire, le théâtre parce que j'avais justement les études où je devais me préparer pour le bac, les examens, tout ça. C'est vrai que j'avais moins de temps. Donc, je privilégiais vraiment les moments où je devais travailler, m'entraîner à l'oral, etc. Parce qu'on a le bac à l'oral et du coup, je devais m'entraîner à tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai un peu mis de côté le théâtre. Est-ce que tu avais une matière préférée? Ah, j'en avais plusieurs. J'aimais beaucoup les langues, mais j'aimais aussi beaucoup l'histoire. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai choisi pour ma spécialité, après au lycée. Et à l'inverse, une matière que tu détestes? Alors, une matière que je déteste, je dirais la physique. Ouais, la physique. Au début, je voulais dire les maths, mais après, j'aimais bien les maths parce que à chaque fois que je... Moins scientifique, alors? Ouais, moins scientifique. Vraiment, la physique, c'est pas pour moi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Indira Ampio pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Indira, merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Assez jeune, quand j'écrivais mes rédactions en 6e, 5e, mon prof de français me disait « Alors vous, c'est sûr, vous écrirez des livres, Bescon, c'est sûr. » Et ça m'est resté dans la tête. Après, Caroline Marson, qui est mon éditrice de chez Albin Michel, a vu mon spectacle. Elle a beaucoup aimé le spectacle, mais a surtout aimé le texte. Et là, elle m'a dit « Il faut écrire. » Et c'était en 2016. Vous voyez ? Et seulement maintenant, je le sors, ce roman. Donc, il m'a fallu du temps pour avoir cette légitimité-là, me dire je suis capable de le faire et de m'emparer de mon ordinateur, de mes notes et puis de m'y mettre. Et en plus, comme ce récit s'imposait à moi sur le transgénérationnel, je me suis dit, mais enfin, pour un premier roman, tu attaques un siècle de vie. C'est un peu ambitieux, mais en même temps, moi, ça s'impose, en fait, quand j'ai besoin de raconter une histoire, elle s'impose à moi. Et donc, n'importe quelle difficulté, vous la résolvez. Tant pis. La colère, est-ce qu'on s'en débarrasse un jour, à votre avis? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Est-ce qu'au contraire, il faut en garder une petite flamme parce que c'est ce qui donne l'énergie de se battre? Oui, je crois qu'il faut en garder une petite flamme. Je pense que la colère se transforme aussi en courage, se transforme en mots, en action. Donc oui, il faut en garder. Il faut juste l'amener vers la lumière. Jacques Moulin, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes le directeur général du DigiWorld Institute et c'est vous justement qui lancez cette initiative sur ce métavers français, pédagogique, éducatif. Métavers, on peut déjà dépasser ce qu'a été un véritable buzzword en 2022. On se souvient notamment ici, Gaëlle, en est témoin, on a fait un grand nombre d'émissions dans l'École du Futur sur cette question des métavers, des mondes immersifs, notamment appliqués à l'éducation. Est-ce qu'on peut réussir enfin à dépasser ce très gros mot de la tech et en faire une réalité en 2023 ? C'est effectivement notre enjeu. Et vous avez raison, c'est vrai que le terme de métavers a peut-être été un peu cannibalisé par Meta, et hélas, 3 fois hélas, parce que finalement la réalité immersive existe déjà dans différents domaines, le monde de l'industrie, le monde de la santé, et on pense qu'il y a une véritable belle opportunité d'apprendre autrement avec justement une pédagogie, une ingénierie immersive qui vont permettre d'aller plus loin et de favoriser aussi l'inclusion territoriale notamment. Donc la réalité immersive, le métavers éducatif a des vertus réelles et nous pensons que la France a intérêt et a même beaucoup d'atouts pour pouvoir justement structurer une approche empreinte des valeurs aussi qui sont des valeurs européennes et qui vont nous permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin dans les apprentissages. Alan, on rappelle du 25 mars au 9 avril prochain. Le message, c'est on peut tous composter aujourd'hui?
On peut tous composter, on peut composter partout, on a plein de solutions, que ça soit, comme disait Véronique, en pied d'immeuble, en quartier, dans l'espace public, dans son école, dans son appartement, même quand on n'a pas d'espace vert dans l'immeuble, dans son jardin, bien évidemment. Et on fait comment, concrètement, pour ceux qui sont en zone urbaine et qui souhaitent absolument composter, comment on fait ? Eh bien, on va se rapprocher de sa collectivité, comme le CIETREM, par exemple, donc une communauté d'agglos, un syndicat, une métropole. Demander au service déchets ce dont on peut bénéficier comme matériel de compostage. Voilà. Et puis, à partir de là, on va essayer de trouver ce qui convient le mieux. Le réseau Compost Citoyen Île-de-France et les autres antennes régionales sont là aussi pour guider les collectivités dans les meilleures solutions par rapport à un territoire donné. Parce que c'est vrai qu'ici, en Île-de-France et en milieu très, très urbain, on n'a pas forcément les mêmes besoins que sur d'autres régions qui sont plus rurales. Voilà. Donc, chaque région a un petit peu ses spécificités de territoire qui font qu'il y a des solutions qui vont être plus mises en avant dans certaines régions que dans d'autres. D'accord. Voilà. Irina. Oui, Alain, vous parlez de compostage de proximité, mais qu'est-ce que le compostage de proximité ? Eh bien, proximité, pourquoi ? Parce qu'on fait du compost juste à côté de là où est produit le déchet. Dans l'idée de ne pas le transporter, qu'il ne parte pas dans un camion. Donc c'est le producteur du déchet, ça peut être l'habitant, ça peut être l'élève à la cantine, ça peut être le professionnel de restauration qui va composter son déchet organique sur place. Et proximité aussi, comme disait Véronique, proximité des habitants entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose ensemble. On va faire quelque chose avec sa famille, dans le jardin. On va faire quelque chose avec ses voisins. On va faire quelque chose avec ses camarades à l'école. Et ça, c'est la proximité qu'on essaye aussi de ramener avec le compostage, de faire que les gens sortent de chez eux, se rencontrent, discutent. Ça crée un peu de dynamique, de lien social, c'est très bien. Voilà. Et tout ça fait que petit à petit, en se parlant et en faisant quelque chose ensemble, on améliore aussi un peu la société. Une simple histoire de famille chez Albin Michel. Il y a une affaire d'époque. Alors, qui était un petit peu sensible déjà dans les châteaux, et on avait plusieurs périodes qui se mélangeaient, mais là, on a vraiment plusieurs temporalités. Vous partez d'une époque triomphante pour le patriarcat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je tenais à ce personnage de Lio, qui est une jeune femme d'aujourd'hui et qui va renverser complètement toutes ces idées reçues-là. Alors Lio, justement, c'est la petite fille qui rêve de vengeance, qui rêve de meurtre. Elle fantasme un nombre de fois incroyable. Ou elle fantasme ou pas, on va mettre un suspense, elle le fait à un moment donné. C'est une sensation que vous avez puisée dans votre vécu. Oui, tout à fait. En fait, j'ai lutté longtemps contre ça. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance compliquée par le viol que j'ai subi à 9 ans par un ami de la famille. Et j'ai souvent fantasmé de tuer cet homme. Avec un luxe de détails à peu près comme quand Lio... Oui, dans toute forme de scénario possible. Et je me suis accaparé cette légitimité-là en me disant tu as le droit en fait de ressentir ces images et ce besoin. Par contre, évidemment, tu es une personne non violente, parce que c'est ça la vraie voie de la vie, de ne jamais reproduire cette violence. C'est ça, je pense, l'intelligence et juste la générosité envers l'autre, envers l'humain et l'humaine. Mais on ne peut pas nier qu'on a droit à cette colère, qui est tout à fait légitime. Elsa, qu'est-ce qui fait d'une information une bonne enquête ? Alors, bonne enquête, bon reportage, on est un petit peu sur la crête chez 21. On a coutume de dire que nous partons d'une histoire. Voilà, la spécificité de 21, c'est le terrain, l'incarnation, contrairement à de la presse plus magazine. Voilà. Donc on a l'obligation, la nécessité de partir d'une histoire. Mais on dit aussi qu'il n'y a pas forcément nécessité de partir d'une histoire extraordinaire. On n'a pas besoin d'un assassinat, on n'a pas besoin d'un truc très spectaculaire, mais il faut que le journaliste soit un peu habité par cette histoire et se dise, après le départ de la meute journalistique, moi je sens que quelque chose est à creuser. Moi je vais y rester 6 mois, 1 an, bon, pas à plein de temps, mais y revenir parce que je sens que les gens que j'ai rencontrés ont quelque chose à dire et que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dessous, derrière, à côté. Comment aujourd'hui on peut sensibiliser le plus grand nombre, et justement est-ce que cette 10e édition de Tous au compost, c'est suffisant du coup, 1 fois par an, même si c'est sur une quinzaine de jours? Alan? C'est déjà... ça a le mérite d'exister, d'être porté par le réseau Compost Citoyen
tous les ans, qui est une association quand même, le réseau Compost Citoyen, bon, qui compte près de 800 adhérents, hein, mais avec beaucoup d'engagement bénévole. Donc c'est un gros travail. 3 salariés qui font, qui contribuent à organiser cet événement, mais pas que, et plein d'autres. On a des soutiens, heureusement, la Fondation pour le progrès de l'homme, Rustica et puis l'ADEME qui nous soutiennent depuis longtemps. Il en faudrait beaucoup plus, certes, mais aujourd'hui, il y a des événements presque tous les jours, toutes les semaines. Il y a la semaine de quelque chose, donc il faut de la place pour tout le monde aussi. Ce qu'on espère, nous, c'est que les générations futures, les enfants d'aujourd'hui, soient beaucoup plus sensibilisés que ça n'était le cas avant, pour qu'eux intègrent ces pratiques dès le plus jeune âge. Et une fois, comme disait Véronique tout à l'heure, une fois qu'on a intégré le geste de tri et le compost, on va dire que ça devient automatique. Et quand on ne peut plus le faire, on est embêté, on n'est pas content. Voilà. Donc c'est ça qu'on espère, nous, c'est que les jeunes générations, celles qui feront le monde de demain, et qui devront gérer le monde de demain, prennent les bonnes habitudes le plus vite possible. Merci à vous tous d'avoir suivi School TV et le Grand JT en particulier. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les éditions sur schooltv.com. Merci Andrea d'avoir été avec nous. On vous retrouve quand ? Demain. Mais ben voilà, parfait. Ce ne sera pas avec moi, hein, ce sera avec Loïc Landreau demain. Mais il sera parfait, évidemment, comme toujours. Merci à Xavier Sanchez à la réalisation. Merci à Gauvin Bonizek au son, à Taï Sayad pour le maquillage et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très bonne soirée à tous.